Donc c'est la journée internationale des épilepsies. Il y a vraiment toutes les formes, avec des formes effectivement qui sont heureusement les moins fréquentes, dramatiques, tout comme des formes absolument bénignes, en particulier chez l'enfant, qui vont guérir avec le temps, qui vont disparaître comme elles sont venues et sans aucune conséquence dans le futur. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé. Alors évidemment, le 14 février, c'est la fête des amoureux. Bonne fête à tous les amoureux. Mais le jour de la Saint-Valentin, c'est aussi la fête des épileptiques. Parce que figurez-vous que Saint-Valentin est aussi le saint patron des épileptiques. Alors on va en parler ce matin avec mes invités. Le professeur Viviane Bouilleret. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes neurologue. Et vous êtes pas très loin en fait, vous avez traversé, vous êtes au Kremlin 17. Juste traversé, vous avez traversé la Seine pour venir jusqu'à nous en vélo en plus. En vélo, je confirme. Voilà, vous êtes venu avec Patrick Baudru, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes, alors on dit pas épileptique. On peut le dire, il y a des gens que ça choque. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de patients qui n'aiment pas être ramenés à leur pathologie et qui préfèrent dire, voilà, je souffre d'épilepsie, je suis touché par l'épilepsie. Mais après, ça, c'est un rapport à la maladie qui est propre à chacun. On n'est pas sa maladie, c'est la mode en ce moment. Voilà, et vous êtes membre du conseil d'administration d'Épilepsie France, qui est une association nationale de patients. Et cette association organise une campagne nationale, l'épilepsie, parlons-en. Alors, ça veut dire qu'on ne parle pas suffisamment d'épilepsie, mais on en parle. Alors, on en a parlé avec le scandale de la dépakine, qui est un anti-épileptique. Et puis, on parle beaucoup d'épilepsie par un intermédiaire détourné, c'est le régime cétogène. Parce que il faut savoir que le régime cétogène, qui est un régime qui est vraiment très à la mode aujourd'hui, un régime sans glucides, a été longtemps un des traitements, entre guillemets, des personnes qui souffraient d'épilepsie, qui étaient résistantes au traitement, professeur. Tout à fait vrai. Alors, c'est pas seulement a été, mais est toujours. Et toujours, C'est toujours. Alors, c'est surtout utilisé en pédiatrie, parce que c'est quand même un régime qui est assez contraignant, enfin, pour pas dire très contraignant. Et il est plus facile de l'administrer chez des enfants, d'autant qu'il est encore plus efficace chez les enfants, dans certaines formes d'épilepsie, qu'on appelle certaines encéphalopathies convulsivantes, donc c'est quand même des épilepsies extrêmement sévères, qui retentissent sur le développement intellectuel de l'enfant et qui résistent aux médicaments qu'on essaie d'administrer en première intention. Donc, c'est les formes pharmacorésistantes, comme on les appelle. Et donc en fait, un enfant finalement sera plus souple dans son alimentation, et puis socialement aussi, c'est quand même plus facile d'administrer un biberon avec un certain régime que d'avoir chez l'adulte, de fréquenter des gens et d'être invité et puis de rien pouvoir manger de ce qui est proposé au repas, par exemple. Mais est-ce qu'il y a eu des études, par exemple, sur l'efficacité du régime cétogène par rapport à ceux qui souffrent d'épilepsie? Est-ce qu'on a pu mesurer que ceux qui mangent cétogène ont moins de crises, par exemple? Alors, encore une fois, chez l'enfant, oui, c'est clairement démontré que c'est tout à fait efficace. Dans certaines, encore une fois, des encéphalopathies épileptiques, faut-il que l'enfant quand même tolère ce régime, parce que c'est quand même un régime contraignant qui des fois entraîne des troubles digestifs qui font qu'on ne peut pas le maintenir. Mais quand il est supporté, quand il est bien toléré, une fois sur deux, il permet même de guérir l'épilepsie. Et alors on le maintient pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans des fois, le temps de réintroduire l'alimentation, et le bénéfice apporté se maintient. Donc c'est vraiment extrêmement favorable chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, donc il n'y a pas d'études chez l'adulte, puisque en fait les gens n'arrivent pas à le supporter de façon suffisamment efficace. C'est une des questions qu'on pose sur ce régime cétogène, c'est comment le maintenir dans la durée, parce qu'il fonctionne sur 3-6 mois, mais après, il faut le maintenir. Alors, déjà, il faut le maintenir, il faut que l'organisme le supporte, parce qu'en plus, encore une fois, on remplace les sucres par des graisses, et les graisses chez l'adulte, ça finit par aussi avoir des conséquences lipidiques sur le bilan lipidique qui sont non négligeables, avec un risque cardiovasculaire qui est quand même aussi important. Donc, franchement, jusque-là, chez l'adulte, il n'y a pas vraiment d'argument parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont réussi à supporter le régime, parce qu'encore une fois, il faut qu'il soit suffisamment ferme et avec des conditions telles que c'est pas juste un peu réduire les sucres de temps en temps, c'est
complètement abolir la prise de sucre lent comme de sucre rapide. Pour être en cétose. Pour vraiment être en cétose, voilà, pour être vraiment efficace. Et pour être vraiment efficace, il n'y a pas un adulte qui a réussi fondamentalement, quoi, ou en entraînant des troubles alimentaires aussi, des fois avec des conséquences. Bon, donc, alors, on n'a pas d'argument chez l'adulte pour répondre. Pour l'instant, voilà, pour tous ceux qui la question enquête, et je sais qu'il y a de nombreux forums qui sont consacrés à la question. L'épilepsie, c'est la journée internationale de l'épilepsie. L'épilepsie au singulier ou au pluriel ? Alors, je dirais définitivement au pluriel. Donc, c'est la journée internationale des épilepsies. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment toutes les formes, avec des formes effectivement qui sont heureusement les moins fréquentes, dramatiques, tout comme des formes absolument bénignes, en particulier chez l'enfant, qui vont guérir avec le temps, qui vont disparaître comme elles sont venues et sans aucune conséquence dans le futur. Donc, voilà, il y a des formes tout à fait simples. Alors, il y a de nombreuses idées reçues sur cette maladie qu'est l'épilepsie. Et s'il y a beaucoup d'idées reçues, c'est justement parce qu'une de ces manifestations visibles, c'est la crise d'épilepsie. Comment est-ce que vous expliquez, professeur, qu'il y a des gens qui font des crises et des crises à répétition et qu'il y en a qui n'en font pas du tout alors qu'ils souffrent d'épilepsie ? Est-ce qu'on sait comment... C'est une excellente question. Alors justement, c'est pour ça qu'on parle des épilepsies. Il y a certaines formes d'épilepsie qu'on sait à risque de récidiver et de résister aux médicaments parce qu'il y a une lésion dans le cerveau que l'on sait est très excitable finalement, créant des courts-circuits très volontiers et que les médicaments, dans ces situations, n'arrivent pas à contrôler les choses. Il y a d'autres situations où effectivement on n'a pas d'explication pourquoi la personne continue de faire des crises alors que rien dans son cerveau la prédispose à faire des crises. Entre autres, mon voisin justement... Qui est votre patient, qui est mon patient. Voilà, donc que vous connaissez bien. Ouais. Mais il devrait, enfin dans sa forme d'épilepsie, dans la majorité des cas, on est dans une situation où les choses disparaissent avec l'âge ou sont parfaitement contrôlées, même entre autres avec la dépakine, qui était le premier médicament de cette forme d'épilepsie qui continue toujours de fonctionner et qui reste un très bon médicament d'épilepsie. Maintenant, évidemment, en essayant d'avoir toutes les prudences nécessaires requises pour son utilisation. Mais voilà, donc il a choisi la mauvaise carte, alors que dans la majorité des situations, l'épilepsie absence, puisque c'est ce qu'il s'agit, enfin je pense qu'il est d'accord que je le dise, ce contrôle avec les médicaments, chez lui malheureusement, à la fois les types de médicaments ou les combinaisons de médicaments, non seulement pas marché, mais en plus il a fini par mal les supporter, donc voilà. On verra tout à l'heure comment on fait quand on est justement dans cette situation-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de syndrome pour certains qui sont pharmacorésistants qu'on connaît. Oui. Il y a d'autres situations qu'on n'explique pas. Et puis après, il y a aussi des situations qu'on sait être bénignes et qui vont être finalement assez simples. Et c'est pour ça que c'est important. Enfin, on a besoin d'un faisceau d'arguments qui sont à la fois le EG, à la fois l'âge de l'enfant, à la fois les antécédents familiaux, à la fois l'aspect de l'IRM, enfin tout un ensemble de choses qui nous permet de dire, bon, a priori, voilà dans quelle situation on se place pour un patient donné et lui donner une idée un peu pronostique. Mais il y a des fois, notre pronostic se trompe pas. Est-ce qu'on peut souffrir d'épilepsie et ne pas faire de crise? Alors, théoriquement, quand même, la définition de l'épilepsie se définit par la répétition des crises. Après, on peut avoir fait des crises, être stabilisé par un médicament, par exemple, et être considéré comme pharmacosensible. Et à partir de là, après, alors, dans certaines situations, là aussi, on peut, à un moment, se dire, on vous considère comme guéri et on arrête les médicaments progressivement en vue d'arrêter complètement les médicaments. Mais du coup, quand on parle d'épilepsie, soit on a une épilepsie active, sensible ou pharmacorésistante, mais en cours de traitement, finalement, soit effectivement, on considère on est guéri et on a tout arrêté, et voilà, on a arrêté le suivi auprès du neurologue aussi. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait beaucoup d'épileptiques, de personnes qui souffrent d'épilepsie, qui ne soient pas diagnostiquées? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont d'autres symptômes qu'on ne voit pas? Parce qu'une crise d'épilepsie, ça se voit. Non, pas nécessairement, justement. Ah, voilà. Alors expliquez-nous. Alors justement, il y a quantité de symptômes qui passent inaperçus, que la personne... Expliquez-nous lesquels. Ouais. Alors ça c'est un peu complexe, enfin parce que c'est très varié. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le cerveau finalement, il est responsable de tout, de votre personnalité, de vos affects, de votre comportement, de votre motricité, de votre sensibilité, et ainsi de suite. L'épilepsie, c'est
un micro-court-circuit, c'est un petit dysfonctionnement qui peut être sur l'ensemble du cerveau, et à partir de là, ça se voit parce que c'est la crise généralisée ou c'est des manifestations qui sont visibles. Hein. Mais s'il est très limité et qu'il reste très limité sur une région focale du cerveau, par exemple, quelqu'un qui a des crises sur l'amygdale, uniquement, qui reste très focale, aura juste une sensation d'angoisse. Qu'est-ce que vous appelez focale ? Donc, c'est-à-dire qu'il reste limité à une région très, très précise. C'est un foyer, voilà. Parce que c'est une forme d'épilepsie qu'on appelle l'épilepsie focale. Absolument. Voilà. Bon. Et donc, à partir de là, et si ce petit court-circuit, ce petit dysfonctionnement reste à cet endroit-là, sans aller se propager sur les régions qui sont à côté, et ben ça va se limiter à un seul symptôme. Ça peut être une angoisse, ça peut être une impression une odeur, ça peut être un espèce de déjà vécu, un sentiment déjà, une sensation de revivre une scène, ou ça peut être des fourmis dans une main, ou ça peut être juste des petites secousses de la main. Vous voyez, donc en fait, ça peut être extrêmement varié. Et puis quand on ressent ces symptômes, évidemment, sur l'instant, on ne se dit pas « Ah, mon Dieu, je suis devenu épileptique ». On se dit « Ah bah tiens, c'est bizarre ». Puis on s'y habitue, parce que finalement, tant que ça ne va pas plus loin, on se dit « Oh bah tiens, c'est un truc qui m'arrive ». À qui ça n'est pas arrivé d'avoir un ressenti d'un coup une crampe à l'estomac, ou un coup une crampe à la jambe, ou des choses comme ça, sans évidemment se dire que c'est de l'épilepsie. Alors, quand on parle d'épilepsie, quand même le symptôme maître, c'est que ce symptôme, il est très stéréotypé, c'est-à-dire qu'il revient toujours de la même façon. Vraiment, on le reconnaît. À un moment, le patient finira par dire « Ah mais oui, celui-là, c'est mon petit symptôme que je connais, mais auquel il ne prête pas nécessairement attention. » Donc, dans la mesure où il ne prête pas attention, souvent, il ne le dit pas. Du coup, même s'il le dit, souvent, ce n'est pas aussi bien connu, et du coup, personne n'en tient compte. Donc, en fait, c'est quand il fait généralement une première crise généralisée, parce que de ce symptôme focal, ça a diffusé à l'ensemble du cerveau, que là, on commence à se dire « Ah ben tiens, il s'est donc passé quelque chose ». Et alors après, neurologue ou pas neurologue, mais il faut une personne avertie pour un petit peu lui dire « Mais est-ce que vous n'avez pas des symptômes entre cette... » Et là, c'est l'anamnèse qui va vous amener finalement... Et c'est une anamnèse qui est vraiment policière. Parce que vraiment... Alors, il y a des fois, même il n'a pas conscience... Le questionnement de savoir... De lui et des personnes qui l'entourent. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des fois, ça peut être juste une petite suspension de l'esprit, enfin comme une absence finalement, où il n'est pas très bien conscient de ce qui se passe. C'est votre cas, Patrick. Vous avez des absences. Alors, encore une fois, il y a deux types d'absences. Il peut y avoir des absences qui sont d'origine focale. Donc, encore une fois, par un court-circuit limité dans le cerveau, ou alors des absences qui sont au contraire, qui impliquent l'ensemble du cerveau, ce qu'est le cas de Patrick. Donc, si j'ai bien compris, il peut y avoir des symptômes qui finissent par déboucher sur des crises d'épilepsie. Généralisées. Voilà. C'est à chaque fois des crises d'épilepsie. C'est toutes des crises d'épilepsie. Mais qui sont tellement minimes qu'on ne les associe pas à des crises d'épilepsie classiques. C'est ça. Beaucoup de gens peuvent être épileptiques sans le savoir. Si vous avez juste un petit tremblement comme ça le matin au réveil, est-ce que vous allez vous dire est-ce que je suis épileptique ? Alors, comme ça, c'est vous tapotez... Tapotez involontairement comme ça sur la table. Alors, je ne sais pas si ça gêne le micro, j'espère pas. Mais il y a des gens, leur épilepsie, ça va être juste des gestes stéréotypés comme ça. S'ils ne sont pas face à quelqu'un qui connaît l'épilepsie, qui se dit c'est quand même pas normal que tu fasses ça 10 fois par jour sans t'en rendre compte, on va pas partir vers un diagnostic, pour chercher un médecin sur lesquels il y a des temps d'attente et autres, qui sont très longs. Puis les gens vivent bien au final avec ce genre de choses, ça leur pose pas de problème au quotidien. Moi, effectivement, je suis touché par des absences. J'ai été diagnostiqué à 15 ans, totalement par hasard. Alors, rapprochez votre micro. Une absence, ça veut dire que vous déconnectez, c'est ça ? En fait, en règle générale, je ne bouge quasiment plus. Ou alors, ça peut être juste un petit mouvement de tête comme ça, et je n'entends plus, je ne vois plus. Le temps de quelques secondes. À ma grande époque, ça pouvait même être quelques dizaines de secondes. Donc c'est. Et vous revenez à vous ? Et je reviens à moi, mais de manière aussi sèche que j'avais perdu conscience. D'accord. Sans chute, sans rien, voilà. Et ça, en fait, ce diagnostic a été fait de manière un peu indirecte, parce que c'était à 15 ans, donc. Et c'est un prof qui a dit, attention, il y a quelque chose. Donc c'est un prof qui me voyait faire ça. Parce qu'il avait remarqué vos absences. Voilà. Il a dit, là, il faut en parler au médecin, mais c'est un truc que je traînais très certainement depuis très la souvent, naissance. les enfants comme ça qui sont diagnostiqués pour ce type d'épilepsie on pense qu'ils sont inattentifs en fait.
Voilà, maintenant vous savez que Saint-Valentin est également le saint patron des épileptiques. On en parle justement ce matin avec mes invités, le professeur Viviane Bouilleret, qui est neurologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui est venu avec un de ses patients, Patrick Baudru, qui est membre du conseil d'administration d'Épilepsie France, l'association nationale de patients qui est très active aujourd'hui et qui lance une grande campagne de sensibilisation avec beaucoup d'actions, justement pour qu'on parle de l'épilepsie et pour faire mieux connaître cette maladie. Et c'est une question qui revient souvent depuis quelques années, la question des jeux vidéo. Alors, est-ce que les jeux vidéo rendent épileptiques ? Professeur. La réponse est non. Ça au moins clairement. Après, il y a... Est-ce que ça peut provoquer des crises d'épilepsie ? Uniquement chez certains patients. Effectivement, il y a une certaine forme d'épilepsie qui s'associe à une photosensibilité. Et c'est comme ça qu'effectivement, on s'est aperçu dans les années, je crois, 90, avec les jeux Pokémon, que d'un coup, il y a une épidémie d'épilepsie liée au fait que ces jeux étaient pleins de contrastes et envoyaient des tas de flashs. Et d'un coup, il y a eu plusieurs patients qui s'ignoraient d'ailleurs épileptiques, qui ont présenté des crises. Mais qui avaient une susceptibilité... Enfin, leur cerveau est sensible à la lumière, à des flashs lumineux ou à des forts contrastes ou à des déplacements de lumière brutaux. Mais c'est que ces patients-là, chez qui vraiment les stimulations lumineuses directes peuvent entraîner des crises. Après, l'utilisation de jeux vidéo à longueur de journée finit par entraîner une fatigue et peut par ce biais-là entraîner, comme toute fatigue, entraîner des crises, mais ce n'est pas le jeu vidéo directement, c'est la fatigue. Il y a eu beaucoup de questions que j'ai reçues sur la vaccination et les risques de fièvre. Parce que finalement, une forte montée de fièvre, ça peut aussi provoquer des crises qui peuvent s'apparenter à de l'épilepsie. Est-ce qu'il y a eu des contre-indications à la vaccination des patients épileptiques ou pas ? Aucune, puisqu'en fait, finalement, les fièvres... déjà, la fièvre est bien contrôlée par l'utilisation de Doliprane, qui pose aucun problème avec les traitements antiépileptiques. Hein. Et il vaut mieux être vacciné et limiter le risque d'infection, et justement limiter le risque de maladie, que de ne pas être vacciné et attraper le virus et effectivement avoir des conséquences plus sévères sur l'épilepsie. On a même certains pays dans lesquels les épileptiques sont dans les publics prioritaires pour la vaccination. Donc c'est pas le cas de la France, mais si on a des pays proches comme l'Angleterre ou autres, on considère que l'épilepsie est une maladie à risque léger, mais à risque quand même. Donc on conseille très très fortement et on incite très fortement les gens à se vacciner contre toutes les maladies qui peuvent passer. Bien. Alors on parle peu de l'épilepsie et on parle peu de la réalité des patients qui souffrent d'épilepsie. Est-ce que l'épilepsie, ça rentre dans la famille de ce qu'on appelle les handicaps invisibles ? Absolument. Puisqu'en fait, alors c'est vrai que le patient, comme ça, entre les crises, est tout à fait normal, il reprend son fonctionnement normal, mais certaines formes d'épilepsie peuvent quand même retentir sur les processus de mémorisation, sur la cognition au sens large. Et à force de répéter les crises, ça finit par un peu fatiguer le cerveau dans la région dans laquelle qui est concernée par l'épilepsie. Et si cette région a une fonction cognitive, ben voilà, ça peut entraîner effectivement donc des difficultés cognitives. Et donc c'est important aussi de les déceler. Mais effectivement, ça ne se voit pas comme ça, comme le nez au milieu du visage, quoi. Ça, c'est certain. Ça ne se voit pas. Et est-ce que ça doit se dire, Patrick ? Ça va dépendre vraiment beaucoup des situations. Moi qui fais pas mal de sensibilisation en entreprise ou en école, on le fait pour des gens pour lesquels ça se voit, mais pour des gens pour lesquels il n'y a pas de crise visible, il n'y a pas de retentissement parce qu'ils sont bien stabilisés par leur traitement. Enfin voilà, on leur conseille pas forcément d'en parler de prime abord. Voilà, après... quand il y a des gens qui ont des crises avec un risque d'accident, qu'il y a un risque qu'il y ait des crises, qu'il y a un retentissement tout simplement sur leur travail ou sur leur scolarité, on leur dit oui, il vaut peut-être mieux alerter justement sur ce risque. Et puis s'il y a un risque réellement d'accident, par contre, il faut carrément prévenir et sensibiliser pour pas faire paniquer les collègues ou les autres élèves de la classe, les profs. Enfin voilà, il y a une bonne intégration des personnes dans l'école ou dans l'emploi, c'est aussi de ne pas traumatiser les gens qui sont autour d'eux. Parce que quelqu'un, vous n'êtes pas au courant qu'il est malade et d'un seul coup,
en prenant le type de crise le plus impressionnant, même si c'est pas forcément le plus fréquent, mais quelqu'un qui se met à convulser, qui arrête de respirer, qui tombe par terre, qui chute, qui peut s'être blessé en même temps, les collègues, c'est un choc pour eux. Donc dans ces cas-là, oui, on encourage fortement à en parler, et potentiellement à en parler aussi avec le médecin du travail pour voir s'il n'y a pas des adaptations, pas de bureau isolé, éviter les horaires de nuit, faire en sorte que la personne soit la mieux incluse possible. Au sein de l'environnement de travail. Vous connaissez des gens qui, par exemple, ne le disent pas, ont choisi de ne pas le dire pour ne pas être stigmatisés dans l'entourage professionnel? Moi-même, je ne l'avais pas dit pendant très 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 longtemps. J'ai fini par en parler parce que déjà il y avait une vidéo des articles où il y avait mon nom qui était publié, donc j'ai des collègues qui sont tombés dessus. Donc là, oui, j'ai commencé un peu à en parler, mais avant ça, j'avais rien dit, et pendant plus de 15 ans, j'avais rien dit autour de moi, à mes collègues ou autres. Et ça, pour des raisons qui me sont propres, parfois on se prend des mauvaises réflexions, on tombe sur les tabous, les préjugés. Quel genre de réflexion vous avez entendu Quand j'étais étudiant, en école d'ingé, se faire traiter de neuneu, et encore, je n'ai pas pris le terme qui avait été employé pour rester poli, mais pour quelqu'un qui m'avait déjà vu faire des crises par dizaines, et qui, tant qu'il ne savait pas que c'était de l'épilepsie, c'était pas grave. Et quand il a entendu le mot épilepsie, là, d'un seul coup... Mais comment les gens y réagissent, justement, quand on dit, finalement, ce sont des crises d'épilepsie? Est-ce que c'est vraiment tabou, encore, comme diagnostic et comme maladie? C'est mal compris. Parce que déjà, il y a un biais d'exposition. Ce qu'on connaît de l'épilepsie, quand on ne connaît pas l'épilepsie, c'est les formes impressionnantes. C'est la convulsion, c'est les gens qui tombent sur un quai de métro, c'est ce genre de situation. Les gens ne savent pas que la majorité des formes de crise d'épilepsie ne sont pas du tout de ce type-là. Ça va être effectivement des absences, des tremblements, des perturbations de conscience, peut-être des perturbations du comportement. Il y a des dizaines de formes de crise d'épilepsie, et les gens n'en connaissent que quelques-unes les plus impressionnantes. Donc il y a une grande majorité des patients qui ne sont pas concernés par ces formes stigmatisantes, entre guillemets, et qui du coup n'en parlent pas. Parce que On en parlait avec l'imam Abdelali Mamoun, qui lui reçoit des coups de téléphone de famille qui pensent que le membre de leur famille qui souffre d'épilepsie est possédé. C'est malheureusement pas rare comme remarque. Donc ça, c'est quand on a ce genre d'appel, parce que j'ai une permanence téléphonique, j'ai un mail public et autres, quand j'ai ce genre de questionnement, la première chose, c'est d'expliquer que non, on est loin de la possession, on est plus sur du pas de bol, parce que ou après il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on devient épileptique que le pas de bol, mais c'est tout sauf de la possession. C'est clairement il faut pas stigmatiser quelqu'un en l'accusant d'avoir commis des actes qui lui vaudraient d'être épileptique. Parce que c'est un peu le sens souvent dans ce genre d'appel. Je dis pas que c'est le cas de celui qui a reçu l'imam dont vous avez parlé, mais voilà, ça arrive. Donc non, on n'est pas coupable d'être épileptique, heureusement. Alors, clairement, pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'est le quotidien et en quoi cette condition et cette maladie impactent la vie d'une personne qui est épileptique, est-ce que clairement, Patrick, il y a des métiers que vous ne pouvez pas exercer? Alors, il y a des métiers qui sont totalement interdits. Alors, tout ce qui est métier de sécurité qui nécessite le port d'armes, par exemple, ça, on peut comprendre que quelqu'un qui a des perturbations de la conscience, des mouvements involontaires, on ne va pas lui mettre un fusil mitrailleur dans les mains. Donc, vous ne pourriez pas être militaire, agent de sécurité, policier? Alors, agent de sécurité, ça va dépendre un petit peu, parce que les agents de sécurité ne sont pas tous des gens armés, mais c'est clairement pas le métier le plus indiqué, de toute façon. Mais tout ce qui est métier de port d'armes, c'est éliminé. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas être militaire, qu'on ne peut pas être policier. La majorité des militaires et des policiers ne sont pas des combattants. Il y a beaucoup d'administratifs, de gens qui sont dans l'entretien du matériel ou autre, maître chien, je connais pas la liste complète des métiers, mais on peut. Si vous rêvez de porter l'uniforme et que vous êtes épileptique,
C'est compliqué. C'est pas interdit. Mais il n'y a pas d'interdiction en soi. Alors, je voudrais juste quand même rajouter une petite chose, c'est qu'en fait l'épilepsie, ça peut survenir à n'importe quel âge. On ne naît pas épileptique et on peut très bien avoir un métier, être militaire de carrière et à un moment donné déclarer une épilepsie qui n'était pas présente jusque-là. Et du coup, effectivement, alors après, c'est de savoir est-ce qu'on peut revoir un petit peu les dispositions professionnelles dans le métier dans lequel il se trouve, ou est-ce que il faut vraiment faire un reclassement professionnel. Mais attention que l'épilepsie, il y a des fois on est engagé dans une voie X ou Y, et effectivement il faut revoir un peu la situation à ce moment-là. Mais si alors, des métiers par exemple chirurgien, conducteur de métro, conducteur de TGV, conducteur, ça c'est pilote d'avion. Il faudra. Alors là on oublie. Oui, là il y a des choses quand même qu'il faut quand même oublier. Chauffeur de bus, de poids lourd de bus, tout ça. On va essayer. Là, c'est un reclassement professionnel nécessaire. Donc la conduite professionnelle est totalement proscrite. Il faut 10 ans sans crise et sans médicaments, autant dire plus être épileptique depuis très longtemps, pour pouvoir avoir une conduite professionnelle. Et donc là, on parle de conduite professionnelle. Conduite professionnelle, c'est-à-dire ambulance, bus, voilà. Et pour tout ce qui est conduite, mais pilotage, là par contre, c'est carrément des antécédents de neurologie. C'est-à-dire si vous avez fait des crises à 6-7 ans, en théorie, vous êtes exclu. Du permis de conduire, vous voulez dire? Non, de la profession d'être pilote de ligne. Ah, pilote de ligne, d'accord. Pilotage d'avion, de choses comme ça. Mais pour la conduite au quotidien, Patrick? Alors la conduite au quotidien, ça va, donc la conduite avec des permis personnels, ça va varier énormément. C'est parce que la loi depuis 2005 est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était avant, mais pour une fois, c'est en faveur du patient. Parce que cette complexité fait qu'elle peut personnaliser la décision en fonction des épilepsies. Alors évidemment, il y a les gens qui sont stabilisés, eux, ils peuvent conduire, ils sont surveillés. Moyennant le fait qu'ils passent devant un expert du permis de conduire. En fait, il y a les conditions, c'est qu'il y ait 1 an sans crise, avec ou sans traitement. Donc même si on a un traitement mais qu'on est bien stabilisé, la procédure c'est de rencontrer un expert du permis de conduire dont on trouve la liste sur le site de la préfecture de là où on habite, et avec un certificat du neurologue qui suit, qui décrit la situation et qui donne éventuellement son avis pour aider l'expert. Et c'est l'expert qui va dire ok, j'autorise la conduite pour 5 ans parce que ça me paraît très bien stabilisé, ou au contraire 1 an et on refait le point pour être sûr que tout s'est bien passé, et ainsi de suite. Sachant que de toute façon, si quelqu'un avait une autorisation par le médecin agréé effectivement de conduire, de soi-même, si la personne se sent à risque parce qu'elle est très fatiguée, elle a fait des excès, elle est très stressée ou autre, on lui dit faites attention quand même. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire attention. Et après, il y a quand même un petit bémol, il y a des gens qui ne sont pas stabilisés, qui peuvent conduire, mais parce qu'ils ont des schémas de crise bien connus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font des crises que nocturnes. Eux ont le droit de conduire, mais ils vont avoir, par exemple, une mention sur le permis de conduire qui les interdit de conduire la nuit. D'accord. Donc là, il y a des gens qui n'ont des crises que dans le sommeil, par exemple. Donc, s'ils n'ont vraiment aucune crise dans la journée, pourquoi les empêcher de conduire ? Donc il y a des situations vraiment très très spécifiques. Alors les épileptiques non stabilisés qui conduisent ne sont pas les plus courants, mais il y en a. Voilà, si on sent ces crises venir 10 minutes, un quart d'heure en avance, on considère que la personne en 10 minutes, un quart d'heure, elle a le temps de se mettre à l'abri sur une aire d'autoroute, de se garer et autres, histoire avant que la crise arrive. Donc ces gens-là, non stabilisés, peuvent conduire. Ouais. Mais c'est vraiment... Ça veut dire que chaque crise a quand même des signes avant-coureurs, Patrick. Ça veut dire que vous, une crise, vous savez... Vous l'anticipez? Moi non, mais il y a des gens qui sentent leur crise venir des minutes, voire même pour certains des heures à l'avance, ce qui est limite plus traumatisant qu'autre chose, parce que ça veut dire qu'il y a une montée de stress. Quand c'est des gens qui n'arrivent pas à contrôler leur crise, quoi que ce soit, imaginez que pendant des heures, vous sentiez une crise venir, vous savez qu'il y a une tuile qui va vous arriver, voilà. Donc il y a des gens effectivement qui les sentent venir très en avance. C'est pas fréquent quand même, le très en avance. Il y en a quand même pas mal par contre qui le sentent 30 secondes, une minute avant. Ça se traduit par une migraine, des tremblements, ou alors des crises plus légères, mais sur lesquelles ils n'ont pas encore perdu conscience. Et là, ils savent que, attention, là, c'est le moment de se mettre à l'abri, de se mettre au calme, de se mettre dans un fauteuil ou de s'allonger par terre potentiellement.
parce qu'on sait qu'il y a le risque est là. Voilà, et nous parlons de l'épilepsie ce matin avec mes invités, le professeur Viviane Bouilleret, qui est neurologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et puis Patrick Baudru, qui est membre du conseil d'administration d'Épilepsie France, association nationale de patients qui mène des actions sur tout le territoire français. Donc vous allez sur leur site, vous avez tout ce qui va se passer aujourd'hui. Rappelez l'adresse. Alors, c'est épilepsie-france.com ou .fr, normalement les deux marchent. Voilà. En quoi, professeur, est-ce que c'est une maladie complexe ? Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu neuro quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même une mode du neuro tout ce que vous voulez. On a l'impression que le cerveau n'a plus de secret pour nous. Et pourquoi on n'a pas tous les codes de ce que c'est que l'épilepsie ? En fait, elle est complexe parce qu'elle est diverse déjà, parce qu'elle est très variée, parce qu'elle a tous les pronostics possibles, encore une fois, de bénignité jusqu'à la sévérité. Elle a tous les modes de réaction aux médicaments, de la pharmacosensibilité jusqu'à la pharmacorésistance. Et puis, elle a aussi toutes les conséquences à côté aussi, qui parfois n'ont pas de conséquences, et puis des fois sont des conséquences catastrophiques dans la vie du patient. Donc déjà, dans le cadre du vécu, elle est extrêmement complexe. Après, tout ce qui touche le cerveau est quand même complexe. C'est quand même un organe qui est vous, enfin qui vous caractérise, qui fait que vous êtes qui vous êtes, qui fait que vous avez votre comportement, qui fait que vous avez vos pensées, votre caractère et ainsi de suite. Alors il y a des épilepsies, il y a des épilepsies qu'on voit à l'image. Alors quand on fait une IRM, il y a certaines lésions, certaines anomalies qui permettent d'expliquer les crises. Il y a des fois aussi, évidemment, c'est trompeur, c'est qu'on voit quelque chose sur le cerveau à un endroit, mais les crises viennent d'ailleurs. Et il ne se passe rien sur cette région. Puis il y a des fois, le cerveau, il apparaît normal, parce qu'avant tout, l'épilepsie, c'est un trouble fonctionnel du cerveau. C'est un problème de fonctionnement qui déraille un peu. C'est pas exclusivement un problème lésionnel. Donc en fait, on n'est pas obligé de trouver une anomalie dans le cerveau qui explique les crises, parce que, encore une fois, c'est un problème de fonctionnement du cerveau, un problème d'équilibre entre les neurotransmetteurs. Enfin voilà, donc là, Mais c'est pas une maladie mentale. Alors c'est tout à fait différent de la psychiatrie, puisqu'il y a quand même là, on part en réseau neuronal et on a quand même des explications claires, puisque ça se voit quand on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire quand on enregistre l'activité du cerveau, on voit des modifications au moment de la crise, pas toujours en dehors des crises, mais quand la crise se produit, l'électroencéphalogramme, donc ça veut dire l'enregistrement de l'activité du cerveau, se modifie. Quand on a une dépression, quand on est psychotique ou quand on a une affection psychiatrique, l'activité cérébrale ne se modifie pas, même au plus fort de la crise de dépression ou de la psychose ou ce qu'on veut. Donc en ça, il y a des preuves objectives à l'épilepsie qui, du coup, nous permettent, grâce à ces enregistrements, déjà de les comprendre, de les localiser et parfois même d'aller jusqu'à les opérer. Alors, quelles sont les épilepsies, justement, qu'on peut opérer et pour lesquelles on a des résultats ? Alors, donc, pour déjà se poser la question si on est candidat à une potentielle intervention, c'est déjà que des patients qui ont une épilepsie qui retentit sur leur quotidien et qui sont pharmacorésistants. Donc, en fait, pour lesquels les médicaments n'ont pas fonctionné, puisque quand même, les bénéfices-risques intervention versus médicaments, c'est toujours quand même plutôt en défaveur de la chirurgie, puisqu'il y a toujours quand même un risque infectieux, un risque anesthésique, un risque de vasculaire, ainsi de suite. Mais quand, malgré les médicaments, alors la pharmacorésistance est définie par 2 médicaments qui ont successivement adaptés à l'épilepsie, qui ont été bien conduits et qui ne contrôlent pas l'épilepsie. Donc une fois qu'on a passé ce stade, on se pose la question, effectivement, quand l'épilepsie prend le pas sur le quotidien, enfin quand vraiment ça devient un vécu difficile, de savoir s'il n'y a pas une autre solution. Et évidemment, on ne peut pas changer le cerveau. Donc, quand on a une épilepsie généralisée, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas remplacer l'organe. Autant on peut faire une greffe de foie. Voilà. On ne peut pas vous mettre une puce, parce que vous parliez tout à l'heure de court-circuit. Alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose dans le cerveau, justement, qui puisse rétablir le circuit ? Alors, il y a un traitement qui s'appelle le stimulateur du nerf vague, qui quand même est un traitement palliatif, qui utilise le nerf vague. C'est un nerf en fait c'est l'autoroute. Voilà, il y a un nerf qui descend vers le cœur et puis de l'autre côté il y a le nerf qui monte au cerveau. Donc on utilise celui qui monte au cerveau pour lui donner des impulsions pour essayer de régulariser le fonctionnement du cerveau.
Au jour d'aujourd'hui, dire que c'est un médicament qui guérit l'épilepsie, c'est pas vrai. Donc en fait, ça ne fonctionne pas suffisamment. Alors il y a énormément de recherches qui est faite pour essayer de trouver des stratégies, parce qu'effectivement c'est une très bonne idée, de se dire on va essayer de prendre le contrôle de ce qui dysfonctionne dans la région où ça dysfonctionne pour essayer de régulariser les choses. C'est en cours de recherche au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement validé de ce type, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce sens-là. Actuellement, la seule stratégie pour guérir de l'épilepsie, dans le terme de la chirurgie d'épilepsie, c'est de retirer le morceau du cerveau qui est responsable des crises. Donc, faut-il qu'évidemment le morceau en question soit suffisamment limité et ne soit pas responsable d'une fonction essentielle pour l'individu, genre la parole, la motricité ou des choses comme ça, ou la mémoire. Donc, en fait, il faut, quand on fait de la chirurgie d'épilepsie, essayer de ne retirer que l'épilepsie et rien que l'épilepsie. Donc, ça va demander toute une batterie d'examens pour bien délimiter ce foyer, être sûr que cette région-là n'est pas fonctionnelle et qu'elle est accessible aux chirurgiens. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de conditions. Donc, c'est pas tout le monde qui peut être opéré de l'épilepsie. Qui est candidat à une opération. Mais par contre, c'est radical et quand même, le pronostic post-opératoire est plutôt en faveur de l'épilepsie et donc vaut la peine d'être tenté quand effectivement on se trouve dans des situations telles que je vous les ai définies. Alors, c'est une question qui revient souvent. Quel est le caractère génétique de cette maladie? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des familles d'épileptiques? Alors, là, je vois Patrick qui on va laisser Patrick répondre. Ça, oui, il y a oui, effectivement, je me reprends du micro. Ouais. Effectivement, il y a un côté génétique dans l'épilepsie. On voit des familles dans lesquelles il y a beaucoup de personnes épileptiques. Après, épileptique ne signifie pas héréditaire. Une femme qui est épileptique a un peu plus de chances d'avoir un bébé épileptique qu'une femme qui ne l'est pas, mais c'est vraiment dans la... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un gène identifié de l'épilepsie, très loin de là. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on sent qu'il y a un terrain, donc on parle plutôt de terrain polygénique, donc il y a probablement une prédisposition, mais il y a le terrain génétique et puis les facteurs qu'on appelle épigénétiques, donc qui entourent les gènes, mais qui ne sont pas directement liés aux gènes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas précisément quelle est la cause de l'épilepsie. Au jour d'aujourd'hui, non, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies. Ouais. Donc, après certains gènes peuvent expliquer en eux-mêmes la présence d'une épilepsie. Certains gènes peuvent être une altération sur un gène. On sait que ça donne statistiquement une épilepsie. Il y a par exemple un gène sur par exemple, voilà. Donc maintenant, alors il y a une explosion en neuropédiatrie des syndromes génétiques où en fait c'est très recherché maintenant, où en fait tout enfant qui a un peu une encéphalopathie épileptique, alors avec ou sans retard intellectuel, on fait une étude extensive de son génome pour essayer d'identifier. Qui fait des crises de convulsions, ça c'est pour les parents. Pas nécessairement que des convulsions, non, mais qui a quand même des crises très, très répétées, quelle que soit la nature des crises, qu'on n'arrive pas à contrôler et qui peuvent donc souvent retentir sur le développement intellectuel. Très impressionnant pour les parents. Ah, bien sûr. Ça, il faut le dire que ça angoisse. Mais ça sent que... une idée, la dernière fois que j'avais regardé, c'était il y a déjà pas mal de temps, il y avait déjà plus de 400 gènes qui étaient identifiés comme ayant un lien potentiel avec l'épilepsie. Alors, ça ne veut pas dire que un gène seul, mais voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une multitude mais là, il y a un terrain vraiment qui avance beaucoup en termes de recherche, où peut-être dans quelques temps, on pourra dire effectivement, même prédire éventuellement les situations, parce que vraiment, il y a vraiment un essor terrible de la génétique dans ce domaine. Quand on est face à une pharmacorésistance, qu'on n'est pas candidat à l'opération, quelles sont les solutions alternatives? J'ai entendu parler du neurofeedback. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne ou pas, professeur? Alors là, je suis un peu embêtée. Le neurofeedback, nous voilà avec Patrick en train d'opiner du chef, mais sans neurofeedback sur les épilepsies. Alors, disons ce sont des électrodes qu'on vous place sur la tête. Oui, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, dire qu'il y a des preuves scientifiques qui affirment l'efficacité de ce genre de stratégie, la réponse est non. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il y a toujours des gens qui sont sensibles, mais tout comme il y a des gens qui peuvent vous dire, moi j'arrive à contrôler mes crises. Quand je sens venir quelque chose, je me concentre sur quelque chose, et il y a des fois, il y en a qui passent. Ou des parents qui disent, quand mon gamin il commence à faire des symptômes, je le stimule, ou au contraire, je le laisse tranquille. Après, ils trouvent chacun leur recette. Et il y a certaines crises qui se bloquent. Voilà, donc en fait, effectivement... Patrick, ça vous arrive, vous, ça ?
Alors ça a été découvert dans mon cas il y a 1 an et demi. Je crois quand j'avais été cobaye pour un dispositif médical qui est en cours de recherche. Et en fait, le neurologue qui faisait les tests avait trouvé comment arrêter mes crises. Alors que je suis épileptique depuis 30 ans, pour moi c'était une grosse découverte. Mais après... Et avec quoi? C'était comment? Un bruit violent. Mais extrêmement violent. Parce que ça détournait votre attention, c'est ça? Ah, ça me réveillait. Et en fait, je ne me rendais même pas compte que j'avais fait une crise. Et en fait, lui, il m'avait filmé, il m'avait remontré la vidéo en disant si. Et là, mais en fait, moi, je n'avais même pas entendu le bruit violent en question. Mais alors après, est-ce que ça marche systématiquement? J'en sais rien. Enfin, voilà. Mais là, ce jour-là, j'avais fait plusieurs crises et à chaque fois qu'il avait fait le test, ça avait marché. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels de santé, donc des neurologues, qui disent, puisqu'aujourd'hui tout le monde a plus ou moins un téléphone portable avec une caméra, qu'il faut filmer les crises de ceux qui font une crise d'épilepsie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Bien, en fait, justement, c'est d'avoir le décours, parce qu'en fait, c'est déjà dans la panique, on se rend pas compte. Est-ce que c'est le côté droit, c'est le côté gauche? Est-ce qu'il a mâchonné? Est-ce qu'il a les yeux fermés? Est-ce qu'il a les yeux ouverts? Donc, souvent, après, on repose les questions. Comment ça s'est passé? Si on a 10 personnes devant nous, on a 10 versions différentes. Donc effectivement, le fait de pouvoir filmer les manifestations permet d'avoir déjà une preuve objective de ce qui se passe, et puis de voir justement si c'est toujours la même chose, si les symptômes ressemblent à quelque chose que nous on connaît et qui nous évoque une localisation par exemple, et à partir de là de se dire ah ben oui, là maintenant je suis convaincu que c'est des crises d'épilepsie, ou c'est peut-être autre chose et il faut vérifier. D'accord. Voilà. Donc filmer si vous pouvez. Allez, on va terminer ça. Pour tous ceux qui sont témoins de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, qu'est-ce qu'on fait, professeur? Alors, déjà, on évite de paniquer. On s'occupe de la personne, on le met en sécurité, c'est-à-dire qu'on isole les personnes qui n'ont pas lieu d'être là. On l'allonge, enfin, soit il est par terre souvent, mais on le retire les lunettes s'il en a. Dans la mesure du possible, on le met sur le côté. On lui parle tout à... Alors, ça a 2 intérêts, c'est que ça nous rassure nous-mêmes et ça le rassure lui-même. On n'hurle pas, on lui parle tranquillement en lui disant que tout va bien se passer, que vous êtes là, que vous allez l'aider. Et puis, vous ne le contraignez pas, vous ne mettez rien dans la bouche, vous n'essayez pas de faire des gestes qui ne servent à rien, de massage cardiaque et tout ça. Et simplement, vous êtes une présence, vous parlez, encore une fois, vous rassurez vous-même, vous rassurez le patient, et vous attendez que le malaise passe. Et ça dure à peu près combien de temps? Alors, le malaise lui-même, souvent, c'est très bref. C'est qu'une minute, mais le temps de la récupération, ça peut mettre 20 minutes. C'est comme si vous débranchez votre ordinateur, le temps que vous le rebranchez, le temps que les programmes redémarrent, fatalement, ça se fait pas en une seconde. Ça prend du temps. Encore tellement de questions à poser sur l'épilepsie, puisque c'est la journée d'abord internationale des épileptiques aujourd'hui. Merci à vous, professeur Viviane Bouilleret, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital du Crémin-Bicêtre, et à Patrick Baudru, qui est membre de Épilepsie France, l'association nationale des patients. Merci à tous les deux. Vous réécoutez l'émission en podcast sur Beurre FM, et puis vous regarderez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé et bonne fête à tous les amoureux.